Après la Renault Twingo 3, la Hyundai i10 et la Aygo Cross, c'est un étrange spécimen qui s'invite sur voiture lambda. Nous sommes aujourd'hui avec une Suzuki Ignis, la mini citadine de Suzuki, qui aborde un look de baroudeur urbain assez étrange. Tout d'abord, tiens à remercier Suzuki France pour le prêt de ses véhicules. Sans plus tarder, allons-y. Au chapitre extérieur, c'est donc une drôle de voiture que nous avons aujourd'hui. La Ignis, elle ressemble un petit peu à une Kei-car. Ces voitures japonaises petites, hautes et étroites que les Japonais adorent. Concrètement, ça nous donne une voiture extrêmement courte, 3,75 m. Au niveau du design, on a une calandre qui rappelle sérieusement le Suzuki Jimny, ce petit franchisseur emblématique de la marque. Alors qu'elle se veut baroudeuse, la Suzuki Ignis aborde un look plutôt mignon et gentillet. On aura quelques éléments remarquables comme les 3 griffes à l'arrière qui attirent l'attention et une face arrière plutôt écrasée. Je suis pas particulièrement fan, mais ça lui donne un look plutôt bizarre. À l'intérieur, on aurait pu s'attendre à quelque chose de plutôt dépouillé, et pourtant ce n'est pas le cas. Bien entendu, les plastiques durs sont légion, mais ils sont bien assemblés et rendent plutôt pas mal. Sur cette finition pack, on a quelques inserts blancs qui permettent d'aiguiller un petit peu l'habitacle. On notera particulièrement le module qui sert à gérer la ventilation, inspiré un petit peu de cockpit d'avion. On a des touches façon piano, et tout est physique. Donc vous le savez, c'est un bon point pour moi. Mais on a aussi un écran tactile compatible Apple CarPlay et Android Auto, en fil. D'ailleurs, en parlant de l'écran tactile, je dois quand même parler d'un truc qui m'agace légèrement chez les écrans tactiles de Suzuki. C'est le réglage du volume qui est lui aussi haptique. Là, vous me voyez jouer avec. Et j'aurais vraiment préféré un bouton classique physique, vous commencez à me connaître par rapport à ça. Autrement, l'ergonomie est au top, toutes les commandes tombent sous la main très facilement. Je sais que c'est quelque chose que je dis beaucoup, mais pour le coup chez Suzuki, on n'a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Derrière le volant, pas de compteur numérique, on est à l'ancienne sur de l'analogique, avec des aiguilles, un contour et le compteur de vitesse avec un tout petit écran TFT qui va donner les informations principales. Niveau habitabilité, on n'est pas forcément très bien loti. Les sièges n'ont pas un maintien optimal et ne sont pas forcément ultra confortables. L'habitabilité arrière est-elle excellente et 2 adultes rentreront parfaitement sans aucun problème. Nous n'avons que 2 places, mais la banquette est coulissante, ce qui nous permettra de gagner un peu plus de coffre. Lorsque les sièges seront complètement reculés, le coffre sera fort de 270 litres. Mais du coup, sous le capot, qu'est-ce qu'on a? On a donc un moteur 4 cylindres atmosphérique de 1,2 litre qui va développer 83 chevaux et 107 Nm de couple. Ce moteur, on le connaît déjà puisque c'est celui qui équipe la Suzuki Swift, même si le modèle qu'on a essayé sur la chaîne était équipé de l'ancienne version de 90 chevaux. Normalement, ce moteur devrait affranchir la Ignis de toute difficulté pour évoluer en ville. Par contre, sur voie rapide, je suis un petit peu plus inquiet. Et bon, vous connaissez la chanson, on va voir ce que ça donne sur la route. Allons-y. Donc les amis, nous voilà au volant de cette Suzuki Ignis, en finition pack, je le rappelle. On va principalement faire de la ville, vous vous en doutez. Il y aura une insertion sur la fin, comme d'habitude. Et je vais commencer en parlant de la conduite en général, avec les suspensions, le confort et le freinage. Et première surprise, c'est que la direction de cette voiture est plutôt lourde. Vraiment. Pour une voiture qui est supposée évoluer dans un milieu urbain, c'est assez surprenant, mais la direction est vraiment... elle n'est pas très légère. On a fait pas mal de mini citadines sur cette chaîne, hein. On a fait la Twingo 3, on a fait la Hyundai i10, la Toyota Aygo Cross et là maintenant c'est avec celle-ci. Et je pense que c'est la mini citadine avec la direction la plus lourde, la moins légère que j'ai pu conduire jusqu'ici. Ce qui peut surprendre quand on prend le volant, surtout pour les manœuvres. Attention, on n'est pas sur une voiture sans direction assistée comme on pouvait l'avoir à une certaine époque, mais c'est quand même assez lourd et on a perdu l'habitude d'avoir des véhicules avec pas mal de répondants à ce niveau-là, parce que du coup, une direction moins légère fait qu'on a un peu plus de remontée d'informations. Attention, c'est pas une voiture de piste pour autant, mais là-dessus, ça m'a pas mal surpris. Pas déplu, mais surpris. Après, concernant le confort des suspensions, eh ben, c'est assez ferme. C'est assez ferme, surtout à l'arrière. C'est pas forcément des plus agréables, mais j'ai été assez surpris par la fermeté des suspensions. On s'attend pas vraiment à ça lorsqu'on monte dans la voiture. On est typé un peu sur une espèce de mini SUV, hein, et c'est ce qu'elle est. Hein. Cette voiture, elle existe même en transmission 4x4. Pour le coup, on n'est pas au top du confort. La Aygo Cross fait légèrement mieux à ce niveau-là. Attendez, petit souci technique les amis, il va falloir que je m'arrête 2 secondes. Et du coup là vous le voyez, c'est une voiture qui se gare sans aucun problème, 3,75 m.
Donc on est vraiment sur une voiture qui est toute petite, elle est toute boxy, hein, c'est vraiment un petit cube. Elle se gare sans aucun souci. Niveau freinage, pas grand chose à signaler. On a une micro-hybridation, donc on a un petit peu de régénération au niveau du freinage. De toute façon, on n'a pas une grosse masse à déplacer, donc le freinage ne souffre d'aucun problème particulier à ce niveau-là. Maintenant, on va parler moteur et agrément. On va pouvoir parler consommation juste derrière. Donc on est sur un... Je ne sais pas si vous entendez le freinage là, bizarre en tout cas. Donc je disais qu'on était sur un bloc moteur qu'on a déjà connu sur la chaîne, qui a été légèrement remanié. Sur la Suzuki Swift, il était à 90 chevaux et il est maintenant à 83 chevaux sur les versions restylées, et c'est exactement le même bloc que vous pouvez trouver sur les Suzuki Swift en phase 2. Donc 1,2 litre, 4 cylindres, 83 chevaux au lieu de 90 dans sa précédente version. Niveau agrément, c'est un 4 cylindres, donc même en boîte manuelle, c'est plutôt agréable à emmener. On a un bel agrément. Là, par contre, par rapport à l'essai de la Swift où j'étais un peu plus enthousiasmé, on a un couple qui est fatalement assez faible. On a 107 Nm de couple. Ce qui fait qu'en ville, c'est pas particulièrement dérangeant. Pour évoluer en ville, ça va, y a pas de souci. C'est lorsqu'on va devoir s'insérer et accélérer que c'est plus compliqué. La Swift, fallait la faire cravacher dans les tours et c'était plutôt plaisant. Sur celle-là, c'est pas le même ressenti. Mais après, la voie rapide, c'est pas forcément son point fort. Donc, on va lui pardonner cela. Autrement, grâce à la micro-hybridation qui est en 12 volts, on va avoir un start and stop. Là, vous l'avez entendu. Bah, du coup, non, vous l'avez pas entendu. Mais qui est absolument délicieux, sans aucune vibration. Merci le 4 cylindres. Le moteur va même se couper en dessous des 10 km/h si on arrive en point mort à un feu ou à un stop. Et donc, on a une micro-hybridation qui marche très très bien. Elle marchait très bien hein, sur la Suzuki Swift qu'on avait testé il y a quelques semaines. Rien à dire. Mais globalement, ça reste un moteur assez agréable à emmener en ville. Et le fait qu'on soit assez haut perché en termes de position de conduite, ça nous permet aussi de mieux apprécier nos alentours, les environs. J'aime pas mal la position de conduite assez surélevée. Vous le savez, hein, je ne suis pas particulièrement fan des SUV. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet. Hein. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo pour expliquer pourquoi je n'aime pas les SUV. Mais c'est un gros problème. J'y arrive pas vraiment avec les SUV. Mais là, sur cette Inis, ça passe. Hein. Donc là, on va pouvoir aborder le chapitre des performances parce qu'on arrive sur la francilienne. Donc je vais pouvoir m'insérer. En plus, je vous ai remis la caméra dans mon dos. Dites-moi aussi si vous préférez me voir de face ou de dos. Parce que pour l'instant, je n'ai que 2 caméras. Donc, alors, l'insertion. La voie est limitée à 110. On part de 50 km/h. Je suis en fond de 2. C'est parti. On y est, 110 km/h avec un tout petit peu de pluie. Vous avez remarqué, il y a l'assistance au freinage d'urgence qui s'est activée. Ça, c'est un point que je vais évoquer pendant les équipements. Parce que les aides à la conduite, elles sont présentes et c'est très bien, mais elles sont assez envahissantes. Je l'avais déjà dit sur l'essai de la Swift. Donc au niveau des performances, j'ai pas mesuré le 0 à 100. Et je ne pense pas que ce soit très intéressant de donner les chiffres du 0 à 100, je les mettrai quand même, hein. Je les mettrai en incrustation. Mais on n'est pas sur une voiture qui va très vite. Hein. Vous n'avez pas de vue sur mon contour, j'ai dû pousser les vitesses à 5000 tours. Pourtant, le couple maxi il se déclare à 2800 tours, mais on a l'impression de ne pas avoir assez de patates à ce moment-là pour pouvoir s'insérer tranquillement. Il y a la pluie qui commence à venir s'inviter avec nous, les amis. J'espère que ça ne va pas trop perturber le son. Mais oui, niveau performance, c'est absolument pas le principe de cette voiture ni sa vocation. Le fait que les performances soient plutôt limitées, c'est un avantage, c'est sur la consommation, forcément. Moi, j'ai pu faire sur l'ensemble de mon essai entre 4 et 4,5 litres au 100. Pendant tout le temps de mon essai, je n'ai jamais dépassé 5 litres au 100. C'est plutôt normal. La voiture a peu de puissance, a un poids réduit, mais elle a une prise au vent qui est légèrement plus élevée qu'une Swift, par exemple, puisqu'elle est plus haute. C'est pour ça que les consommations que je relève sont légèrement un poil plus élevées que la Swift. Sur la Swift, j'avais pu relever 4,3. Après, vous le savez, je fais de l'éco-conduite avec tous les véhicules que je teste pour voir vraiment ce que ça donne quand on veut vraiment être économe. Là, pour le coup, je ne suis pas déçu. Et on va terminer du coup par l'équipement. Là, on est en finition pack. Une finition qui s'affiche à 20 000 € en neuve. Moi, je vous le dis, en occasion, il y a de bonnes affaires à faire. Donc, on est plutôt bien équipé, malgré quelques oublis. Comme sur la Swift, j'ai pas de radar avant ni arrière, mais j'ai la caméra de recul, la clim auto, le Bluetooth, on a de la navigation intégrée. Là, sur la Swift, il me semble que je l'avais pas.
Même si on va utiliser CarPlay, hein. Clairement on va utiliser Waze ou Google Maps, hein, ça sera plus simple, plus intuitif. Niveau équipement de sécurité, on va pouvoir de profiter, comme vous l'avez vu sur l'insertion, de plusieurs aides à la conduite. Donc on a l'alerte de franchissement de voie, qui est vraiment envahissant pour le coup. On va avoir l'aide au freinage d'urgence, et c'est tout. Mais pour une mini citadine, je trouve que c'est déjà pas mal. Le petit bonus assez étonnant, c'est les sièges chauffants, qui sont encore une fois de la partie. Ils chauffent très fort. Très bonne surprise d'avoir les sièges chauffants sur un véhicule de cette gamme-là, vraiment. Ah oui, j'ai oublié, mais on a aussi bien sûr le régulateur et le limiteur de vitesse. Il n'est pas adaptatif. On ne va pas particulièrement traîner sur l'autoroute avec cette voiture-là. Donc c'est pas très grave. Donc les amis, je pense qu'on a fait le tour de la question par rapport à cet essai routier. Je vous retrouve de suite pour la conclusion, en espérant qu'il arrête de pleuvoir. Alors du coup, cette Suzuki Ignis, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, si la garde sol plutôt relevée me plaît pas mal, j'ai trouvé cette voiture pas très ludique à conduire. Le manque de confort n'a pas beaucoup aidé malheureusement. Ça reste une proposition à 20 000 € en neuf pour le modèle qu'on vient d'essayer, beaucoup moins en occasion, qui reste intéressante si vous êtes fan de mini citadine. Le rapport prix-équipement sera supérieur à celui d'une Aygo Cross par exemple, et ça pourrait peut-être vous suffire pour vous laisser tenter. À vous de voir. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cet essai jusqu'au bout. Pour m'aider, je vous invite à lâcher un like et à vous abonner, c'est très important. Et en vous disant à la prochaine, je vous dis conduisez bien et restez peace. Ciao.